toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Un livre écrit par un Français, publié en France, mais il a un impact énorme dans notre pays, en Chine. Ce livre, le titre est Le piège américain. L'auteur, c'est Frédéric Pierucci. Mais pourquoi ce livre attire l'attention des Chinois? Parce qu'il raconte une histoire incroyable, la guerre secrète entre les États-Unis et le reste du monde, même avec la France. Le livre raconte comment un grand groupe comme Alstom est obligé de céder une grande partie aux Américains. Ça fait penser à une autre entreprise, cette fois-ci chinoise, Huawei, non? Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir invité la traductrice de ce livre. Le livre sera traduit en chinois et sera publié en Chine. Et aussi notre spécialiste des relations, des questions économiques et politiques. Alors, d'abord, c'est Hu Xiaoxue. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous êtes invité sur notre chaîne, sur notre émission. Voilà. Alors, vous êtes étudiant, vous êtes en train de faire votre doctorat en loi. Oui. Et vous avez étudié le français à l'université de Shanghai. Et actuellement, vous êtes en train de traduire Le piège américain, de français en chinois. Oui. Bon, alors, racontez-nous un peu, vous avez sûrement lu ce livre. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à traduire ce livre? Qu'est-ce que le livre raconte? Le 14 avril 2013, l'auteur de ce livre a été arrêté par l'agent du FBI dans l'aéroport de New York. Le ministre de la Justice l'accusait d'une affaire de corruption et a imposé une amende de plus de 700 millions de dollars à Alstom. Et par la suite, Alstom a cédé toute son activité d'énergie à son concurrent General. Oui. L'auteur de ce livre n'est pas revenu à la liberté qu'en septembre 2018. Oui. Dans ce livre, l'auteur a décrit tous ces incidents dans le moindre détail et nous a averti que le gouvernement a utilisé divers moyens pour limiter ses concurrents. Oui. Voilà. Bon, alors, Téléphone, vous avez lu ce livre? Oui, j'ai apporté le livre, alors voilà. Le piège américain. Et je l'ai lu. C'est un livre très intéressant, c'est comme un roman policier. Mais il raconte vrai, hein, il sait tout ce qui se passe. C'est une expérience personnelle inouïe, parce qu'il se fait arrêter par des agents du FBI, mais sur un prétexte un peu bizarre. C'est un cas, disons, de corruption. Il paraît qu'Alstom aurait fourni des pots de vin pour avoir un contrat de construction de chaudières dans une île en Indonésie. En concurrence avec les États-Unis? Ce n'était pas mentionné exactement. Apparemment, c'est en concurrence avec le Japon. Hein. C'était pas un cas où Alstom était en concurrence directement avec une société américaine. Mais en fait, il a dit que tout cela avait un but commercial, c'est-à-dire forcer Alstom à vendre une partie lucrative, son secteur énergie, à General Electricity. Parce que, bien sûr, General Electricity est une société américaine puissante
Mais dans le domaine énergie, elle était en concurrence avec Alstom dans le domaine, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde. Du coup, arrêter un cadre supérieur de Alstom servirait un otage dans les négociations avec Alstom. Et bien sûr, dans le livre, l'auteur a raconté qu'il n'était pas un cas unique, parce que plusieurs cadres de Alstom ont été tous successivement arrêtés par le département de justice américain. Le but de les faire avouer coupables des cas accusés. En fait, son cas est particulier parce qu'il dit qu'il venait d'être nommé directeur de cette branche énergie en Asie. Donc, comme il venait d'assumer son poste et il a fait le travail ordinaire d'approuver le paiement d'une commission à un agent intermédiaire pour le contrat en Indonésie. Alstom payait à un intermédiaire indonésien. Une commission. L'affaire est passée entre Alstom et l'Indonésie. Et l'Indonésie. Donc l'auteur se demande, même s'il s'agissait d'un cas de corruption, il s'agit d'un cas de corruption entre l'Indonésie et la France. Donc, rien à voir avec les États-Unis. Ce serait le devoir du gouvernement indonésien d'accuser la France, une société française, d'avoir commis des pratiques de corruption et la justice indonésienne devait intervenir pour... C'était pas ça. Mais ce qui est bizarre, la justice américaine, de quel droit il se mêle d'une affaire qui n'a rien à voir avec les États-Unis? En plus, la personne en question, donc l'auteur en question, n'a pas touché un sou de cette commission. C'est-à-dire, lui, il est totalement... Il a fait exécuter un ordre de l'Alstom, fait payer une commission à un agent intermédiaire pour obtenir le contrat. Mais c'est une pratique commerciale courante, partout, pour toutes les sociétés internationales. Je suppose que General Electricity doit faire la même chose lorsqu'elle part au marché étranger. Elle fait la même chose, mais tout cela. Mais ce qui est curieux dans le livre, c'est que les Américains ont mis la main sur le dossier par les courriels, par les emails. C'est-à-dire que les emails que l'auteur du livre avait envoyés à l'époque à sa société, Alstom, ont été passés au peigne fin par les autorités américaines. Comment ils ont su? Je sais pas. Ils ont eu le contrôle de ces informations. Ah bon? Et ils ont dit que vous avez été au courant de ce paiement. Parce que vous êtes coupable? Le paiement de cette commission n'était pas décidé par lui. Il a fait exécuter le paiement de cette commission, parce qu'il était directeur de l'Asie, énergie. Puis, mais tout cela, vous êtes au courant. Donc, vous êtes coupable. Le cas même est de forcer la personne en question à avouer coupable, puis d'accuser sa société mère, c'est-à-dire Alstom. Donc, il a résisté, bien sûr. Il dit que il n'y a aucune preuve. Oui, je reconnais, j'ai été au courant. Mais c'est une pratique. Oui, c'est une pratique commerciale courante. Puis en plus, je ne savais pas même s'il s'agissait d'un pot de vin, comme c'était sous forme de commission. Et le paiement d'une commission était pratique courante, alors il n'y a pas de raison de m'accuser d'avoir commis un acte de corruption. Mais vous êtes au courant, etc. Tout un processus assez bizarre. En fait, c'est des menaces. Toute l'affaire ressemble à une affaire de mafia. Une affaire de mafia. Oui, ça ressemble à une affaire de mafia. Que la justice américaine comme agit comme.
C'est lui qui accuse. Oui. Mais alors, pour vous, traductrice, quel détail qui vous frappe le plus? L'auteur a écrit dans ce livre que le procureur a utilisé divers moyens de l'empêcher, oui, de l'empêcher de demander une remise en liberté, oui, et l'obliger à accepter l'accord de plaidoyer, oui. Plaidoyer coupable, c'est ça? Oui. Et par exemple, les surveillants de prison ont oublié d'extraire l'auteur lors d'une audience de remise en liberté. Oui, et le juge a donc décidé de reporter l'audience à cause de son absence. Et je crois que c'est incroyable. Oh oui, la bureaucratie américaine, oui. Il y a des détails qui racontent que finalement, les procureurs américains ne sont pas très efficaces, mais lorsqu'ils ne sont pas efficaces, la faute est toujours au prisonnier. La faute est toujours au prisonnier. Oui. Et c'est pas le procureur. C'est pas le procureur. Comme vous le savez, en Chine, il y a une sorte de rêve disant que la justice américaine c'est le plus juste, plus équitable. Mais ce livre détruit totalement cette impression, non? Oui, ce n'est pas ce livre. Depuis quelques années, on prend de plus en plus de nouvelles sur les États-Unis, et puis finalement, non. Le système judiciaire américain est absurde. Et le système judiciaire américain a des compétences, des pouvoirs beaucoup plus élargis que dans d'autres pays du monde. Et ce n'est pas parce que le système américain est plus avancé, au contraire, c'est parce que le système américain est en retard par rapport aux autres. Parce que cela remonte à la fondation des États-Unis, à la création des États-Unis. Parce que lorsque les États-Unis étaient créés à l'époque, le gouvernement était très faible parce qu'il n'y a pas suffisamment d'administration, etc. Et puis, pour ce genre de choses, ils étaient obligés de céder beaucoup de pouvoir administratif au pouvoir judiciaire. Ce qui fait que le pouvoir judiciaire aux États-Unis a une compétence beaucoup plus élargie qu'en Europe ou en Chine. Ça fait penser au film West. Oui, les westerns, oui. Sur les westerns, c'est parce qu'à l'époque, il n'y a pas de police, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien, donc le juge, il est tout. Mais le ministère de Justice aide General Electric pour obtenir... Non, il y a une connivence entre le département de justice américain et les entreprises. Mais en plus, les procureurs qui sont affiliés au ministère de Justice sont souvent recrutés après leur retraite ou après leur poste au public, sont recrutés par les grandes sociétés. Ils sont rémunérés généreusement par ces sociétés américaines par la suite. Donc il y a une connivence. Là, c'est une sorte de corruption, sans dire le nom. Alors, mademoiselle Hu Xiaoxue, ce livre il est sorti seulement 16 janvier en France. Et comment l'avez-vous su, l'existence de ce livre? Parce que ce livre, apparemment, en France, il n'y a aucun média audio-télévisuel en parle. Il était apparemment assez bien vendu, mais comment vous l'avez su et quelle idée vient dans votre tête de le traduire en chinois? La guerre commerciale sino-américaine nous a fait remarquer que le gouvernement américain a utilisé divers moyens de déstabiliser des entreprises étrangères. Oui, et ce livre reflète ce problème. Oui, et j'ai donc remarqué ce livre et voulu le présenter aux lecteurs, aux lecteurs chinois. Oui. Oui, tout à fait. Une fois lu, c'est vraiment difficile de ne pas penser pour nous, les Chinois, à une autre entreprise chinoise. Alors, Ting Fan, si on fait un lien entre cette
cette histoire et Huawei. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais ils veulent répéter la même chose. Ils veulent faire la même chose avec Huawei en faisant arrêter la fille du fondateur de Huawei, donc la fille de Ren Zhengfei, etc. Mais en fait, le parallèle n'est pas toujours possible. Parce que, en fait, lorsque General Electricity a visé sur Alstom, sur la partie énergie de Alstom, et Alstom était en difficulté financière. Alstom avait du mal à financer ses projets et à trouver des fonds nécessaires pour sa survie. Et à ce moment-là, donc, General Electricity a vu juste en faisant des pressions sur la direction, non seulement sur ça, mais sur la direction d'Alstom, sur le gouvernement français, et ils ont réussi. Ils ont réussi à faire déjouer l'obstacle que le gouvernement français avait essayé de poser. Et en plus, ils ont eu l'accord de la direction exécutive de l'Alstom de vendre cette partie à General Electricity. Tout cela a été déguisé en une affaire normale, en une cessation, en une acquisition normale. Mais derrière tout ça, c'est pour utiliser l'expression de l'auteur, et c'est une guerre économique souterraine, c'est-à-dire clandestine. On n'en voit pas clairement. Mais je ne peux pas imaginer que, ceci dit, General Electric contrôle toutes les centrales nucléaires françaises. Oui, parce qu'Alstom fournit les équipements pour des centrales nucléaires françaises, mais aussi pour beaucoup de choses, non seulement pour les centrales nucléaires. Contrôle pratiquement la totalité du secteur énergétique en France. Donc tout cela, maintenant, ce n'est qu'une affiliation américaine. Oui, c'est difficile à imaginer, difficile à croire. Alors ce livre, apparemment, facile à lire, est-ce que c'est difficile à traduire? Est-ce que les Chinois peuvent comprendre l'histoire de ce Pierucci, de son arrestation, etc.? Ce livre décrit l'expérience de Montmartre de l'auteur. C'est pas difficile à comprendre, mais en tant que traductrice, je dois comprendre parfaitement les règles linguistiques qu'il utilise dans ce livre. Donc il me faut traduire le français en chinois avec exactitude et authenticité, oui. Et alors, vous devez faire des recherches sur la loi américaine aussi, alors. Est-ce que, quelque part, la loi américaine décide que les États-Unis puissent intervenir dans une affaire entre la France et l'Indonésie? Oui. C'est la loi FCPA. Oui, FCPA. Ça, c'est une loi qui est destinée à sanctionner les pratiques commerciales des entreprises à l'étranger. À l'origine, c'était une loi... À condition qu'ils utilisent le dollar, non? Non, c'est autre chose. L'utilisation du dollar servirait de preuve au département de justice d'attraper, de mettre la main sur les entreprises. La loi était à l'origine destinée aux sanctions par les autorités judiciaires américaines contre des entreprises américaines à l'origine. Oui, mais ça se comprend, américain contre américain. Oui, mais tout de suite après, ils ont réalisé que finalement c'est vraiment un instrument dont ils peuvent se servir pour lutter contre des entreprises étrangères. Surtout lorsqu'il y a une concurrence entre une entreprise américaine et une entreprise étrangère, l'autorité américaine peut utiliser cette loi pour aider les entreprises américaines à prendre le devant sur son adversaire. Et ils ont
depuis. Et il ne cesse d'utiliser cette loi pour tenter du piège aux entreprises étrangères. L'auteur Pierre Rouchy a mentionné des cas aux entreprises, des cas d'entreprises allemandes, des cas d'entreprises anglaises, etc. Donc il n'y a pas que des entreprises françaises qui ont été piégées par cette loi américaine, et des entreprises américaines ont été obligées de vendre des parties importantes, précieuses, à des concurrents américains, mais aussi des entreprises allemandes, anglaises, des entreprises étrangères ont dû payer des amendes très lourdes au gouvernement américain, au département de justice. Ils ont payé des amendes très très lourdes. Ils ont payé des amendes lourdes, ils ont quelquefois, dans le cas de Alstom, ils ont se vendre aux entreprises américaines, etc. Et souvent, les autorités judiciaires américaines se servent de l'Internet, parce qu'ils ont le pouvoir d'intervenir et de fouiller, de contrôler l'Internet, de trouver des preuves sur l'Internet. Aussi, ils peuvent se servir de la transaction de dollars, parce que la transaction en dollars serait toujours perçue par la Réserve fédérale, par la Banque centrale américaine. Donc il y a une coopération entre la Réserve fédérale américaine et le département de justice américain pour mettre la main sur les transactions en dollars. Et là, les transactions en dollars serviraient aussi de preuve lorsque le département de justice veut mettre la main sur une entreprise étrangère. La loi américaine donne le pouvoir aux autorités judiciaires américaines de contrôler, de punir une entreprise étrangère qui n'a rien à voir avec les États-Unis. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que d'autres pays auront la même loi? Ce n'est pas tout. Le cas extrême, c'est que, en fait, au cours de ses jours pénibles en prison, eh bien, de Pierre Rouchy, le procureur lui a fait comprendre que finalement, si vous ne vous pliez pas à mes demandes, je vous condamnerai à perpétuité. Vous serez toujours en prison de votre vie. C'est incroyable. Il n'a commis aucune erreur, aucune faute, aucun crime. Il dit que le cas de réussite de la poursuite par le département de justice américain, il fait avouer tout le monde. En fait, il dit que le cas de réussite par le département de justice américain est de 98,5%. C'est-à-dire, une fois accusé, vous êtes terminé, vous êtes fini. Vous êtes terminé. C'est incroyable. Avec ironie, l'auteur dit que, en fait, la pratique du département de justice américain est un peu stalinienne. C'est difficile à imaginer. Alors, Hu Xiaoxue, une autre question. Est-ce que vous avez déjà trouvé une maison d'édition pour la traduction, pour le piège américain version chinois? Oui. J'ai d'abord traduit le premier chapitre du livre et reçu une bonne réponse. Et ensuite, j'ai signé un contrat de traduction avec les éditions qui ont acheté le droit d'auteur. Pour un lecteur chinois, après avoir lu, est-ce qu'il peut avoir peur de l'avenir, par exemple, d'une société comme Huawei, dans ce monde dominé par la justice américaine? Qui est-ce qui veut répondre? Je pense que dernièrement, le fondateur lui-même, Zheng Zhongfei, a fait plusieurs conférences de presse. Il a exprimé sa détermination de continuer sur la voie de l'innovation autonome, etc., etc. Il dit que finalement, personne ne peut forcer Huawei à obéir à quelque chose qu'elle ne veut pas suivre. Parce que, à la différence d'Alstom, oui, Alstom, apparemment, le gouvernement français ne l'a pas soutenu. Alstom
avait des problèmes financiers. Donc General Electric a profité de cette faiblesse pour finalement... tandis que Huawei, contrairement à tout ça, il n'y a pas de problème financier, etc., etc. Huawei n'est même pas une société cotée à la bourse. Huawei se finance à l'intérieur. Huawei est, selon les critères occidentaux, Huawei est une entreprise plutôt coopérative. Lorsque Huawei a besoin de financements nouveaux, etc., elle se finance à l'intérieur. Elle met des actions à la disposition de ses employés. Tous les employés sont actionnaires de Huawei, etc. Et vu la performance de Huawei dans le monde, il n'y a pas de doute que Huawei va continuer sur cette voie et il n'y a pas beaucoup de moyens de forcer Huawei à se vendre. Hu Xiaoxue, après avoir lu ce livre, est-ce qu'il y a un pays, États-Unis avant et États-Unis après? Le système américain de négociation, de plaidoyer, rend la vérité enfouie et la justice est difficile à obtenir. Les mots tels que négocier, deal apparaissent souvent dans ce livre. Je crois le processus judiciaire est devenu un outil commercial. Oui. Après avoir lu ce livre, est-ce que vous êtes un peu plus pessimiste pour l'avenir de le sort de Meng Wanzhou, par exemple? Bien sûr, on se fait des soucis sur le sort de Meng Wanzhou, mais heureusement, on n'est pas dans la même situation. Elle risque de s'ouvrir personnellement, mais les Américains auraient du mal à abattre Huawei de la même manière que on ne voit pas un jour, par exemple, Huawei céder aux Américains. Aux Américains, non. Vous ne croyez pas? Ce ne sera jamais le cas. 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 Bon, si je vous demande de dire quelque chose à nos téléspectateurs français, qu'est-ce que je pense que ce livre aura l'avantage de présenter au public chinois la véritable nature de la justice américaine. En fait, le public chinois comprendra que finalement, la justice américaine ne sert qu'au capital américain. Il y a une collusion étroite entre le capital et la justice soi-disant juste, etc. Tout est instrument du capital pour ses propres buts. Mais le but, c'est des buts lucratifs. C'est d'avoir un peu plus de profit, toujours plus de profit. Bon, merci beaucoup. Et la dernière question à notre traductrice, quand vous allez terminer cette traduction et quand le public chinois puisse le lire? Je pense que c'est le début d'avril. Le début d'avril? Oui. Et il sera publié quand? Ça, il faut demander l'éditeur. Oui. Bon, en ce moment-là, on verra les réactions du public chinois sur cette affaire et je pense que c'est révélateur. Et merci pour votre travail de traductrice. C'est pas très facile, je sais, traduire, c'est toujours très difficile. Merci pour Ding Yifan de nous avoir donné vos impressions après cette lecture très intéressante. Bon, merci à tous les deux et merci aussi à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous avez déjà lu ce livre, Le piège américain. Et à la prochaine.